bonjour à toutes et tous. On va commencer. Je vais faire une très rapide introduction avant de passer la parole à nos deux intervenants en salle et à nos deux intervenantes qui sont à Toulouse et qui nous entendent et nous voient et qui apparaîtront, si la technique ne nous fait pas défaut, tout à l'heure. Donc, d'abord, merci de votre présence. Merci aux intervenants d'avoir répondu à la sollicitation de la FHF pour parler de ce sujet tout à fait majeur. Alors, on commence toujours comme ça, mais je voudrais faire un tout petit pas de côté très rapide. Vous avez remarqué, il fait très chaud. On sait tous qu'on a à faire face à la transition écologique. Ce qu'on sait parfois moins, c'est qu'on a une deuxième évidence devant nous, évidence mondiale, et particulièrement importante en Europe. Vous savez que cette année de Centexpo est placée sous le signe de l'Europe. C'est une transition démographique. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire humaine, la grande majorité d'entre nous, je parle sous votre contrôle, vont atteindre 75 ou 80 ans. Et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Et donc, on va avoir à transformer radicalement notre société de ce point de vue-là, à modifier le regard qu'on porte pour créer ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire une société de la longévité. Pourquoi c'est très compliqué? C'est parce qu'on n'a pas affaire là à une maladie. L'évolution, le vieillissement, c'est un processus naturel en quelque sorte, et en même temps qui suscite, qui entraîne un certain nombre de pertes d'autonomie ou de difficultés auxquelles notre société doit s'adapter. Il faut donc avoir une réflexion collective sur cette organisation de la société, de la ville, du logement, des transports, de l'accompagnement sanitaire et médico-social, du rôle des technologies, de manière à favoriser l'autonomie et à détecter l'apparition des fragilités. Alors, pour évoquer ce vaste panorama de sujets, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier. Alors, je vais faire comme le menu, hein, je vais présenter les quatre intervenants, et puis ensuite, je leur passerai la parole. Donc, Olivier Giraud, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est sociologue, et qui travaille en particulier sur les politiques publiques de prise en charge du vieillissement dans les différents pays d'Europe et qui, notamment, mais évidemment, il organisera son propos librement, interviendra sur la présentation d'expériences dans plusieurs villes européennes. Je ne dis pas les villes parce qu'il faut garder le suspense. Je présente aussi le professeur Athanase Benetos, j'espère que je prononce correctement, qui est professeur de gériatrie à l'Université de Lorraine à Nancy, membre du conseil scientifique de la Société française de gériatrie et de gérontologie, et aussi qui a été président de la Société gériatrique européenne, et qui va à la fois mettre en perspective la problématique générale du bien vieillir et aussi présenter deux regards de projets Fair Safe, d'une part, et puis aussi nous parler de l'intérêt de la démarche de responsabilité populationnelle dans le domaine du vieillissement. Et puis nous finirons par une présentation par les docteurs Nadia Tavassotti et Catherine Takeda. Là aussi, j'espère que je n'abîme pas vos noms et prénoms, qui nous présenteront le dispositif, l'outil ICOP, qui est donc promu par l'OMS et qui est déployé notamment dans la région toulousaine, mais avec, nous en parlerons sans doute, des possibilités de développement. Voilà, alors je ne veux pas être plus long, d'autant que je vais imposer, 20 minutes d'exposé à chacun de nos intervenants, de manière à ce que nous ayons ensuite un temps d'échange avec la salle. Donc sans plus tarder, Olivier Giraud, je vous passe la parole et je me tais. Merci beaucoup. Donc c'est moi qui fais avancer le PowerPoint, c'est ça? Je vous remercie beaucoup donc de cette invitation et de m'avoir convié à présenter donc un certain nombre de réflexions et puis de résultats de recherche donc sur les politiques du bien vieillir ou de l'accompagnement à la perte d'autonomie dans différents pays d'Europe. Donc moi je suis politiste, spécialiste d'analyse
de l'action publique. Je vais essayer de vous dire un tout petit peu pour commencer ce que c'est que l'analyse de l'action publique, mais je voudrais faire deux choses essentiellement à l'occasion de cette présentation, enfin voilà, et j'espère l'introduction à une discussion par la suite. D'abord, essayer de réfléchir avec vous autour d'un certain nombre de mots-clés, de mantras, de référentiels d'action publique, c'est-à-dire des objectifs finalement, des politiques du bien vieillir qui se sont imposés en France et en Europe comme des évidences, et peut-être essayer de critiquer ou en tout cas de regarder avec une certaine distance ces évidences qui se sont imposées autour de la définition de ce qu'est le bien vieillir aujourd'hui. Et puis vous proposer un regard sur un certain nombre de modèles locaux, hein, on peut appeler ça des innovations sociales locales qui ont été portées par des acteurs, parfois de départements de travail social de communes, parfois par des communes elles-mêmes qui ont des capacités sanitaires et sociales qui sont très importantes, etc. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas c'est l'idée de travailler cette fois-ci sur les politiques du vieillissement par le bas d'une certaine façon, hein, par des cas concrets. Voilà. Alors peut-être juste pour commencer, une remarque préliminaire sur qu'est-ce que c'est que l'action publique, parce qu'ici on est dans un salon où il doit y avoir beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels de santé, mais peut-être pas beaucoup de sociologues ou de politistes qui parlent de ce que c'est que l'action publique. Donc j'en donne juste une toute petite définition qui me permet moi de me situer et de vous dire un petit peu comment on travaille en analyse de l'action publique. On pose essentiellement deux questions. La première question, c'est d'essayer de comprendre comment les problèmes publics se définissent, se formulent dans nos sociétés. On sait que le vieillissement, c'est aujourd'hui un problème. Les démographes nous expliquent que c'est un problème. Les économies nous expliquent que c'est un défi. Les médecins nous expliquent que c'est un défi. On est d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement partagé. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il s'agit de savoir maintenant comment on va traiter ce défi. Comment on veut accompagner, qu'est-ce que ça veut dire une société de la longévité, quel type de priorité, quel type de valeur, quel type de débat, quel type d'opposition, bien évidemment, parce que ces enjeux-là font jamais consensus, puisque à partir du moment où c'est des enjeux politiques qui sont définis et qui sont disputés dans les arènes politiques, il y a des débats, les professionnels viennent avec leurs solutions, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, les gens qui s'occupent de finances viennent avec leurs solutions et nous rappellent leurs contraintes, et on sait qu'elles pèsent lourd sur les choix publics. Donc évidemment, tout ça suscite beaucoup de débats et beaucoup de clivages, beaucoup d'oppositions. Donc la question, c'est de savoir comment on se met d'accord sur un certain nombre de priorités. Ça, c'est le premier élément de ce que fait l'analyse de l'action publique, retracer ça. Et puis, deuxième point, c'est essayer de voir ce qui sort de la machine action publique, c'est-à-dire ce qu'on fait concrètement sur le terrain, une fois qu'on s'est défini collectivement un agenda en termes de solidarité, en termes de justice sociale, en termes de marché, d'organisation d'un marché, pourquoi pas, en termes d'objectifs sanitaires. Est-ce qu'on est capable, collectivement, de prendre au sérieux nos propres objectifs et de s'y tenir et d'obtenir des résultats? Donc voilà un peu comment on travaille dans notre discipline de l'analyse de l'action publique. Alors maintenant, je peux passer, pour ne pas être trop long, au premier point, c'est-à-dire essayer de revenir avec vous sur un certain nombre de mots-clés, d'objectifs précisément, qui aujourd'hui, me semble-t-il, définissent ce qu'on comprend toutes et tous, plus ou moins. Peut-être que vous ne serez pas convaincus par ces mots-clés, mais en tout cas, je vous propose de les mettre en discussion, mais qui définissent en tout cas ce qu'est le bien vieillir en France, mais aussi beaucoup en Europe. On retrouve un peu les mêmes termes, hein, même si ça vient se formuler parfois en fonction des langues, des cultures, des traditions, de façon un petit peu différente. Bon. Premier élément, le domicile. Hein, quand on demande aux gens, vous le savez, toutes et tous, si on fait des sondages, aujourd'hui c'est 80-90% des gens qui préfèrent vieillir à domicile, qui préfèrent rester à domicile le plus longtemps possible. Donc on a cette espèce de consensus qui s'est imposé, qui est le choix du domicile. En France, ça s'appelle le maintien à domicile. En Allemagne, on va plutôt dire on préfère les soins à domicile devant l'institution, mais en gros, ça revient plus ou moins au même. Donc derrière ce consensus apparent autour du domicile, il me semble qu'on oublie toute une série de choses sur lesquelles on pourrait s'interroger et qui portent sur finalement ce que c'est que ce domicile. Est-ce que le domicile, c'est simplement une case vide dans laquelle il y a une personne vieillissante, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres habitants qui habitent dans ce domicile, qui sont le cas échéant des proches aidants, qui sont des conjoints, qui sont le cas échéant des collatéraux, qui sont parfois des enfants? Est-ce que ces enfants, ces collatéraux, ces conjoints, ils sont d'accord pour se transformer en soignants?
Ça, c'est une question qui se pose dans le cas de vieillissement classique, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'hospitalisation à domicile. Est-ce que ça veut dire que les conjoints se transforment en infirmiers, en infirmières? Est-ce qu'ils sont d'accord pour ça? Est-ce qu'ils ont signé pour ça? Est-ce qu'ils sont formés pour ça? Est-ce qu'ils ont le temps de faire ça? Est-ce que ça ne les stresse pas de faire ça? Est-ce qu'on leur apprend à ces personnes à bouger les corps, à nourrir les personnes comme il faut? Comment ces personnes sont accompagnées alors que ce sont des résidents de ce fameux domicile? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que ces thématiques-là sont discutées autour de ce consensus apparent du vieillir à domicile ou du soin à domicile, la mobilisation de ces personnes? Bon, vieillir à domicile, c'est aussi le risque de l'isolement, hein, dont on parle de plus en plus quand même aujourd'hui en France. Donc voilà pour le premier mantra que je voulais discuter avec vous, premier élément de référentiel d'action publique. Deuxième élément, l'idée du libre choix qui s'est imposée en France, d'abord autour de la petite enfance à partir des années 80. Si vous êtes parent, je pense que vous aurez compris qu'on vous a expliqué que vous pouvez faire ce que vous voulez autour de la prise en charge de vos enfants. Vous pouvez vous en occuper vous-même, vous allez avoir des accompagnements, des aides. Vous pouvez le mettre en accueil familial, vous pouvez le mettre en crèche, etc. Donc vous avez soi-disant le libre choix. C'est pareil pour le vieillissement. On a le choix de vieillir à domicile, en EHPAD, ou d'être accompagné, le cas échéant, par des proches aidants, ou par des services à domicile qui sont en voie de professionnalisation. On a créé des marchés qui vous permettent, comme personne, comme destinataire, ou comme conjoint, conjointe, fils, fille d'une personne qui a besoin de services à domicile, de choisir vos prestataires. C'est en ça que la marchandisation, la privatisation des services à domicile est cohérente d'une certaine façon avec cette idée, cette idéologie du libre choix qui s'est imposée dans le cas de la France. Mais encore une fois, on retrouve des variations qui sont très similaires ailleurs en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui nous emporte, hein, qui souvent suscite l'adhésion, suscite l'intérêt ou l'assentiment, j'ai envie de dire, et qui crée consensus. Mais de nouveau, il me semble que c'est aussi un mot-clé qui dissimule toute une série de contraintes, hein, qui sont multiples et qui se posent aux différentes familles en termes de présence ou pas d'un entourage qui est capable de gérer ce libre choix pour accompagner les services à domicile. Vous savez qu'en France, on a très peu de fonctions de care ou de case management, c'est-à-dire de gens qui viennent organiser les services autour d'une personne vulnérable. Donc ça veut dire que ça tombe sur les proches aidants, très souvent, quand les personnes ne sont pas capables de le faire elles-mêmes. Il y a des inégalités aussi en termes d'habitat. Est-ce que le libre choix il est le même quand on habite dans une grande maison accessible ou quand on habite dans une banlieue dans laquelle les soignants ont peur d'aller ou quand on habite à la campagne? La question de la disponibilité des services. Et puis bien sûr, il y a les capacités financières des gens, hein, qui viennent limiter la réalité du libre choix en fonction des situations. On sait très bien que l'APA à domicile ne couvre pas tout et que s'il n'y a pas des proches aidants pour soutenir, s'il n'y a pas des ressources financières supplémentaires pour complémenter ce qui est financé par l'APA, eh ben on n'y arrive pas concrètement. Donc voilà, un autre exemple de, si vous voulez, des limites d'une certaine façon de ces mantras et de ces référentiels soi-disant consensuels de l'action publique autour de ces enjeux de bien vieillir et de vieillissement. Il y en a un sur lequel je veux vraiment m'arrêter aussi, même si je vais essayer de ne pas être trop long, c'est la question de l'autonomie. Aujourd'hui, en France, c'est devenu un mot tabou de parler de dépendance. Donc, on parle d'autonomie, qui est un mot positif. Donc, quelque part, c'est chouette. On est content de parler d'autonomie. On veut tous, vous les professionnels, que vous êtes sans doute, nous les familles, on est tous contents de participer à cette grande œuvre de l'autonomie. Mais en même temps, ce mot-clé, il vient souvent dissimuler le fait qu'il s'agit en fait de dépendance. Et il y a effectivement un certain nombre de gens, et heureusement d'ailleurs, pour lesquels voilà, avoir quelques heures de soins à domicile, ça va permettre d'accéder à l'autonomie. Équiper l'appartement, ça va permettre de rétablir, de maintenir l'autonomie. Mais il y a quand même un grand nombre de situations dans lesquelles il faut traiter la grande dépendance des personnes. Et il me semble que ce mot-clé d'autonomie, il vient recouvrir cette réalité de la dépendance et des besoins qui sont très importants que ça suppose. Et quelque part, ça renvoie à des dangers. On pourrait décomposer aussi cet enjeu de l'autonomie autour de toute une série de notions. Les éthiciens l'ont fait. Je trouve que c'est des discussions qui sont très importantes et très riches.
Malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps d'approfondir la question parce que sinon je vais prendre trop de temps et je veux parler de mes modèles locaux. Donc je passe au deuxième. Peut-être dans les questions. Peut-être dans les questions, et notamment la question de autonomie authentique et inauthentique. Si jamais il y a des questions là-dessus, je serais très heureux de pouvoir vous en parler un tout petit peu. Alors, donc je tombe le voile sur les 3 cas dont je voudrais vous parler, des cas concrets, donc de modèles locaux qui ont été portés, on va dire par des travailleurs sociaux, par des soignants, par des services d'aide à domicile, pour essayer de faire vivre ce bien vieillir. Alors je commence avec le cas de Genève, avec un modèle qui est de lutte contre l'isolement, finalement, autour des enjeux de nutrition. Donc c'est dans un petit quartier de Genève qui s'appelle Carouge, un service d'aide à domicile public, me semble-t-il, ou associatif, mais parapublic, j'ai envie de dire, est tombé sur une étude de gériatre qui expliquait que c'est très bien de faire très attention à la nutrition des personnes âgées, parce que c'est des personnes qui sont fragiles. Donc il faut faire attention à ce qu'on donne à manger aux personnes âgées, sans doute. Mais cette étude, elle disait que ce qui était vraiment très important du point de vue de la bonne santé des personnes âgées, c'était de rompre leur isolement et c'était de leur permettre d'associer le moment de la prise de repas avec un moment de convivialité, avec un moment d'animation sociale. Ça, c'est vraiment bon pour leur santé à ces personnes. Donc ces travailleurs sociaux se sont dit, en fait, c'est très bien le portage de repas à domicile, mais quelque part, il y a un petit paradoxe là-dedans, c'est que ça vient renforcer l'isolement de la personne. Parce que finalement, on lui apporte son repas, et dans la mesure où on ne fait pas la cuisine avec cette personne, si la personne est seule, et si on ne lui administre pas le repas, parce qu'elle est encore capable de manger par elle-même, l'interaction sociale, ça va être « bonjour monsieur, bonjour madame, voilà le repas du jour, merci, au revoir, j'espère que vous allez bien ». 20 secondes, clé en main, montre en main, pardon. Donc l'idée de ces travailleurs sociaux a été de dire, ce qu'on va proposer comme modèle, c'est de prendre les gens, de les faire descendre dans le quartier, dans un petit restaurant, dans un petit bistrot, comme ils disent à Genève, de quartier autour d'une assiette, qui est le plat du jour à Genève, où ils pourront retrouver les habitants, les voisins du quartier, et partager un moment de convivialité dans un restaurant ou dans un bistrot, que sans doute ils auront connu avec la possibilité de rencontrer des gens. Voilà quelque chose qui va leur apporter quelque chose. Donc ça, c'était un modèle qui a très bien fonctionné, mais malheureusement qui a dû être interrompu dans le cas de Genève, parce que pour des raisons de dysfonctionnement de l'action publique, quand il s'est agi de dire il faudrait généraliser ce modèle pour ne pas créer d'inégalité de traitement et d'offres de services entre les différents quartiers de la commune de Genève et le cas échéant du canton de Genève, même si Genève c'est plutôt un coin assez riche d'Europe, patatras, tout d'un coup il n'y avait plus les financements et il a fallu interrompre le modèle. Donc voilà, l'action publique c'est formidable parce que ça permet de développer des idées qui sont intéressantes, mais ça expose aussi ces innovations sociales à toute une série de fourches codines de la normalisation et qui sont parfois un petit peu compliquées à gérer. Le deuxième modèle que je voulais évoquer avec vous ici, c'est un modèle qui vient d'Allemagne, qui vient de Hambourg, où en Allemagne, on a organisé une privatisation des services sociaux et des services d'aide à domicile, notamment, qui a été encore bien plus aboutie qu'en France. Et du coup, les acteurs publics n'avaient plus du tout la main sur la coordination de ces services sociaux. Donc, dans le cas de Hambourg, qui est une ville plutôt de tradition social-démocrate, ils se sont dit, on va créer un instrument participatif de manière à ce que les gens, les personnes concernées, les personnes vieillissantes, mais aussi les associations, mais aussi les acteurs publics, mais aussi les personnels du monde sanitaire, puissent délibérer ensemble sur un certain nombre de priorités et qu'on puisse définir localement au niveau d'un arrondissement de cette grande ville qui est celle de Hambourg. Donc un arrondissement, c'est plus ou moins 200 000 personnes dans la ville de Hambourg, qu'on puisse localement se réunir et essayer de définir ensemble nos priorités. Quand je parlais tout à l'heure de définir ce que c'est qu'un problème public, le faire à cette échelle-là, avec nos moyens à nous, en nous fixant un agenda. Donc c'est quelque chose qui a bien fonctionné, mais qui, dans le cas de l'arrondissement que moi j'ai étudié, a été là aussi l'objet d'une certaine normalisation, puisque ça a été récupéré par des responsables des réseaux de santé publique, qui sont des gens très bien, très bien, comment dire,
ont de bonnes intentions, qui sont très bien intentionnés, mais qui, pour le coup, ont réimposé une logique tout à fait descendante et tout à fait santé publique traditionnelle, j'ai envie de dire, du haut vers le bas et pas du tout du bas vers le haut. Donc on est retombé sur un modèle assez classique. Alors, je ne veux pas être trop négatif sur les différents modèles que je présente, mais malheureusement, c'est aussi pour peut-être susciter l'intérêt et la discussion sur comment ça fonctionne et quelles sont les limites aussi, finalement, de ces modèles-là. Et je termine, si j'ai encore 2 minutes. Je suis encore dans les temps, je crois. Allez, 5. Bon, alors vous me laissez beaucoup de temps. Après, on fera une petite manipulation, ouais. Pour changer de PowerPoint. Bon, alors je vous donne un dernier éclairage sur la ville de Zurich, qui est une ville très intéressante. Alors là aussi, ce n'est pas vraiment les drames de la misère en Europe. Zurich, c'est plutôt une ville qui a des ressources et puis qui est surtout une ville qui a une grande tradition d'investissement dans le monde médical. C'est une ville, la ville de Zurich, la commune de Zurich, possède des hôpitaux qui sont des hôpitaux de pointe. Elle a une très forte influence sur des services d'aide à domicile. Elle a des EHPAD et elle a aussi un réseau de médecins qu'elle-même rémunère, qui sont spécialisés en vieillissement et qui font des visites à domicile. Donc la ville de Zurich, elle réalise d'une certaine façon un rêve. En Allemagne, ça s'appelle Integrierte Versorgung, mais ça existe de partout. C'est l'idée de pouvoir coordonner enfin, finalement, les différents étages des politiques sanitaires et sociales, c'est déjà dans le terme, donc d'accompagnement au vieillissement. Et on le sait bien en France, on le sait bien dans le cas de l'Angleterre, c'est la guerre entre les systèmes sanitaires et les systèmes sociaux. On n'arrive pas à coordonner les SIAD et les SAD, on n'arrive pas à coordonner les différents systèmes de santé, on n'arrive pas à coordonner le domicile et le stationnaire. Il y a des redondances, il y a des compétitions, il y a des concurrences. Plus on privatise, plus on entretient les concurrences, plus on croit que le marché va nous créer des régulations naturelles, mais en réalité, souvent, ça multiplie les redondances. Et on n'arrive pas à savoir qui va coordonner et qui va créer des coordinations. Et sans doute, vous le savez, dans vos régions, il y a 1001 plateformes sur le vieillissement, sur les soins à domicile, et tout le monde voudrait être le maître coordonnateur de ce qui se fait au niveau du département, au niveau de l'agglo, au niveau de ci et de ça. Tout le monde a son label, tout le monde a son machin, et en réalité, les gens sont paumés. Plus ça va, plus les gens sont perdus parce que y a cette compétition. Donc à Zurich, eux, ils ont la main sur tout d'une certaine façon. Alors bien sûr, c'est aussi, on n'est pas en Union soviétique, non. Bien entendu, c'est aussi une économie capitaliste avec un système médical qui est très libéral. Il y a une offre qui est très différenciée, c'est pas la question. Il y a des associations, il y a tout ce que vous voulez. Mais la ville de Zurich, encore une fois, elle a cette capacité, parce qu'elle a la main sur les choses, de créer des coordinations. Et ils ont défini eux-mêmes un agenda, et c'est des médecins qui ont fait ça, c'est des gériatres, ils ont fait ça de façon très, très rationnelle et très, là aussi, bien intentionnée. C'est le terme qui me manquait tout à l'heure, mais je pense qu'il me manque un terme que je n'arrive pas à sortir. Et ils ont défini donc des politiques qui sont celles du maintien à domicile le plus tard possible. Donc ils arrivent vraiment avec des durées de vie en EHPAD à Zurich qui sont maintenant de quelques semaines. Les gens vont véritablement en EHPAD pour décéder. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un obstacle majeur au maintien à domicile le plus tard possible. C'est Alzheimer et les maladies apparentées. Donc la question qui s'est posée et qui a été leur horizon numéro 1 pendant des années, c'est de faire du dépistage à domicile on va dire des formes de démence, comme on dit en allemand. Et comme vous le savez, il y a des dépressions qui parfois peuvent aboutir à des comportements qui peuvent ressembler à de la démence. Il y a différents types de maladies bon. Donc ils ont mis en place tout un système de surveillance des personnes, d'identification des cas, qui est très efficace, mais qui a pour contrepartie ou le revers de la médaille, c'est qu'on en est passé pratiquement à un niveau de surveillance, j'ai envie de dire, et des personnes et de détection au plus proche des gens et d'entrée pratiquement forcée dans des parcours de soins qui, pour moi, posent pratiquement des problèmes d'éthique, me semble-t-il, qui sont problématiques. En tout cas, voilà, je voulais aussi parler de ce cas-là. J'arrête. On est arrivé au terme de mon... Il reste 25 secondes. 25 secondes, non, mais je crois que je vais terminer ma phrase. Mais voilà, juste pour dire peut-être un mot de conclusion, pour ne pas être trop négatif sur ces différents modèles, parce que je pense qu'encore une fois, les intentions initiales sont bonnes.
de travailler sur les coordinations, de travailler sur des innovations, de penser au bien vieillir aussi du point de vue médical, comme pour revenir sur l'exemple de Genève par exemple. Simplement, je pense que l'arrimage avec les contraintes que pose l'action publique, en termes de financement, en termes de hiérarchie administrative, en termes de compétences, en termes de coordination des différents services et des différents acteurs, est souvent négligé. Et voilà, finalement, je termine en prêchant pour ma paroisse, c'est-à-dire en disant qu'il faut beaucoup de travaux de sciences politiques pour essayer de comprendre aux facteurs qui viennent gêner finalement la réalisation du bien vieillir au concret, comme on le voit là dans des cas empiriques. Merci beaucoup, mais c'est bien légitime de prêcher pour sa paroisse. Moi, je merci de nous avoir introduits dans un univers de complexité, d'avoir décortiqué un peu un certain nombre de termes et de mots valises. Je dirais aussi, pour un clin d'œil, que quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se rassure. Vous nous avez dit que finalement, c'était pas si simple ailleurs, y compris dans les pays les plus riches d'Europe. Vous nous avez aussi un peu envie, la prochaine fois, de prendre un bus. Alors, on est un peu nombreux pour un bus, il en faudra 2. Et pour faire cette petite promenade en Europe centrale, en Suisse et puis en Allemagne, pour aller regarder comment ça se passe. Oui, bonjour. Merci à la FHF de cette invitation. Je vais essayer d'aller vite. Vous avez fait une très belle introduction, mais je voulais réagir à votre introduction tout à l'heure sur juste un commentaire. Autant la transition, ce qu'on appelle les transitions écologiques, c'est quand même le réchauffement climatique en principe. Donc c'est un vrai mal. C'est tout ce qu'on fait comme bêtises sur notre planète. Autant, quand même, la transition démographique, c'est les succès de notre société. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, la longévité, oui, c'est un succès. D'autant plus qu'actuellement, vous savez qu'à nouveau, une Française détient le record de longévité, la sœur André. Et donc, ça, c'est pas ça le plus important, bien sûr. Moi, je veux dire qu'il ne faut jamais l'oublier. C'est associé à des problèmes, mais c'est quand même ce qu'on veut pour nous et pour nos proches et pour les gens. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Et alors, dans ces cas-là, et d'ailleurs, oui, c'est que vous avez dit, ça introduit bien beaucoup de choses que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que quand on parle des sujets âgés, d'abord, quel âge? Bon, enfin, c'est une autre question, on ne va pas aborder, mais supposons après 75 ans, on parle d'une population qui a 2 caractéristiques. Ça avance là, parce qu'ici ça n'avance pas, mais ce n'est pas grave, je regarde là. Donc on parle d'une population qui est en fait la population avec la plus grande croissance et la population qui a la plus grande hétérogénéité fonctionnelle. Donc comment je vais traiter, comment je vais aborder les sujets âgés, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui a un sens important par rapport à ce que vous venez de voir ici, c'est qu'il est indispensable de savoir de quoi on parle. C'est indispensable de faire, je dirais, des stratifications ou des évaluations parce que nos stratégies sont différentes en fonction de l'état fonctionnel des gens. D'accord? Donc, je ne sais pas maintenant comment je peux montrer, mais ce n'est pas grave. On peut montrer avec ça ou pas? Oh là là. Oh là là. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Vous allez me croire sur parole. Voilà. Est-ce que je peux vous demander d'échanger? C'est possible? Appuyez là, je me mets là, comme ça je vois. Parce que sinon je vois. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, même je vais me mettre là. Oui, je veux ça. Ok, merci. Donc, vous voyez ici, donc, clairement, John Baird, qui était le directeur du projet vieillissement à l'OMS pendant des années, quelqu'un de formidable, vraiment, de plusieurs points de vue. Et il a fait ce papier, il dit, attention, il y a quand même... on peut classer les gens, de façon un peu artificielle, bien sûr, en 3 grandes catégories. Les gens qui ont des hautes capacités, des capacités moyennes, je dirais, une perte importante de l'autonomie. D'accord? Et clairement, il dit, et il développe, je ne vais pas le développer, que à la fois les services médicaux, tout ce qui est care, donc long terme care, etc.,
unité de soins de longue durée, etc. Et tout ce qui est environnement, nos stratégies seront complètement différentes. Je prends un exemple. Par exemple, par rapport aux personnes donc, avec des hautes capacités fonctionnelles, on va avoir une étude comme pour les sujets les plus jeunes, c'est-à-dire on va essayer de faire de la prévention des maladies, des gens qui ont déjà des capacités réduites, on va essayer de réduire les déclins fonctionnels, alors que quand on a des gens qui ont donc un grand déficit fonctionnel, on va essayer de voir des remplacements, comment ces gens-là peuvent, dans la ville, dans la société, dans la communauté, vivre dans les meilleures conditions, etc. etc. Je pense que je peux changer. Non, ne vous embêtez pas, je le fais. C'est bon, excusez-moi. Je l'ai trouvé. Et donc, d'où l'intérêt de faire des évaluations. On verra toutes les difficultés. Ça a été abordé déjà de notre point de vue. L'intérêt donc de ces évaluations des capacités fonctionnelles, des fragilités, c'est, j'ai mis 4 points, on peut en mettre d'autres. Donc c'est détecter les sujets qui sont à haut risque de perte d'autonomie, de dépendance, comme vous dites. Proposer des mesures pour préserver le capital fonctionnel et l'autonomie. Proposer un plan personnalisé d'aide pour les personnes et pour leurs proches. Et puis adapter nos stratégies pour des pathologies lourdes. Je prends un exemple, on ne va pas traiter un cancer pulmonaire chez 2 personnes du même âge si l'une des 2 personnes a des capacités fonctionnelles et peu de fragilité, et une personne qui a donc des capacités, une perte d'autonomie, des capacités fonctionnelles extrêmement réduites. Les stratégies thérapeutiques de l'oncologue ne seront pas les mêmes, d'où la coordination et la collaboration entre gériatres et spécialistes d'organes. Voilà quelques exemples. Ensuite, il y a beaucoup de questions. Alors, quelle population cible? Je vais citer des exemples. Quels professionnels pour faire le bilan? Quels outils pour faire le bilan? Et qui assure le coût, qui paye? C'est des questions capitales. Questions ne résout pas. On va faire des modèles pour faire des papiers, pour faire des modèles pilotes, comme on dit, et ça ne va jamais être traduit pour tout le monde. Vous l'avez abordé, ce problème. C'est-à-dire, si on fait quelque chose, même si c'est... On fait ça tous, hein. Si on fait quelque chose, on dit c'est pilote, je le fais dans un petit village, ok, et après? Et après? Voilà, donc, pour parler de quelle population du point de vue âge, là aussi c'est une grande question. On veut tester tout le monde qui a, à partir d'un certain âge, si on va trop tôt, on va avoir une population énorme. Les plus de 65 ans représentent à peu près 22% de la population actuellement, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quasiment impossible, mission impossible. Et puis, il y aura très peu de gens qui auront des problèmes de perte d'autonomie, etc. Si on va à un âge très avancé, après 80 ans, et là, c'est peut-être trop tard pour faire de la prévention. Donc, je dirais que peut-être il y a un compromis, que pour ces approches-là que je développe, quelque chose entre 70 et 75 ans, c'est peut-être l'âge peut-être optimal, le meilleur compromis par rapport à ce que je viens de vous raconter. Et puis, quels outils, là aussi? Si je fais un bilan, si je veux être démocratique et faire un maximum des gens, il faut avoir, on ne peut pas dépenser trop de temps. Donc, si je fais un seul test, c'est faisable, ou une seule question, mais est-ce que c'est fiable? Si je fais une évaluation trop détaillée, un bilan trop systématique, je dirais, et complet, c'est trop long. Et je ne pourrais pas le faire qu'il y a des petites sous-populations. Du coup, nous, et beaucoup d'équipes, choisissent ce qu'on appelle une stratégie par étape. Une stratégie par étape, ça veut dire que je vais commencer, en général, comme c'est le concept, je parle, avec un bilan très court. Je vais vous donner des exemples après. Pour faire un peu le premier tri. Et puis ensuite, je vais faire l'évaluation gérontologique standardisée, c'est-à-dire un bilan beaucoup plus long, en choisissant les outils en fonction des résultats du premier repérage. Et puis après, bien sûr, il faut proposer des choses. Je vais vous présenter donc 2 projets, 2 approches qui ont ce caractère international. Étant pendant 5 ans dans les directoires de l'IAGG, la Société internationale de gérontologie et de gériatrie, pendant plus de 10 ans maintenant dans les directoires de la Société européenne de gériatrie, j'ai compris au moins une chose, je pense, que les problèmes sont partout les mêmes, sauf que les solutions ne sont pas les mêmes. Il y a des différences politiques, sociales, culturelles, etc., mais les problèmes sont les mêmes. Et même si on dit, ah là, c'est là, oui, parce qu'ils s'occupent, les enfants s'occupent des enfants, ils ne les laissent pas. Les problèmes sont partout. L'épuisement existe partout, la solitude existe partout, les problèmes dans les institutions existent partout.
Et les besoins sont les mêmes. Les solutions ne sont pas toujours les mêmes, effectivement. C'est toute la richesse et l'enrichissement, je dirais, intellectuel et pas seulement, d'avoir cette approche. Alors, je vais vous parler d'abord du projet Failsafe, qui est un projet européen H2020 auquel nous avons participé. C'est un projet qui est terminé. L'objectif principal de ce projet était de mieux évaluer l'état fonctionnel des personnes en associant d'une part les évaluations cliniques, comme je montrais, mais avec les données issues de hautes technologies, d'outils qu'on a installés au domicile des gens. Et tout ça pour mieux obtenir ce qu'on veut, ce que vous avez dit, le maintien à domicile. Est-ce possible? Est-ce qu'on peut gagner avec cette approche? 9 partenaires, 5 pays européens, coordonnés par l'Université de Patras en Grèce, et avec des équipes italiennes, espagnoles, belges, grecques, chypriotes, et notre équipe de Nancy, donc l'équipe française de l'INSERM de gériatrie de Nancy. Alors, on a plus ou moins abordé la question avec cette évaluation par étapes, c'est-à-dire on a utilisé l'échelle de Fried pour la première étape. L'échelle de Fried, pour les gens qui ne sont pas dans le domaine de la gériatrie, c'est une échelle qui est la plus connue dans le monde par Linda Fried. C'est une gériatre américaine très connue qui est toujours active et qui a proposé ça il y a plusieurs années. Et donc, c'est quelque chose qui a été pas mal validé. Donc, c'est 5 problèmes physiques que je ne développe pas. Si vous avez 3 ou plus de ces problèmes que vous voyez ici, vous êtes classé comme fragile. Si vous avez 0 problème, vous êtes non fragile, et entre les deux, ça s'appelle le pré-fragile. Voilà. Comme je disais, une question, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça oriente. Et puis ensuite, la deuxième étape, comme vous voyez ici, c'était toute une batterie d'examens qu'on fait assez systématiquement quand on a des patients, mais là, c'était une population, donc les inclus, c'est des gens de plus de 75 ans qui étaient à domicile. Et d'accord, et donc on a fait cette évaluation que vous voyez qui dure à peu près 2 ans, mais en plus, et c'est ça qui est important, il y avait tous ces outils qu'on a donnés, qu'on a laissés pendant les 2 ans du suivi de ces personnes dans les villes où il y avait les centres cliniques, dans ces pays que vous avez vus. Et donc on les a laissés. Alors quels sont les outils? Il y avait un t-shirt, une sorte de veste avec plein de capteurs, à la fois pour l'ECG, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les mouvements corporels. Il y avait des capteurs dans l'environnement, dans l'appartement, pour voir aussi les mouvements dans l'espace. Il y avait des dynamomètres, à la fois pour la force musculaire, aussi pour faire un certain nombre de jeux intelligents. Il y avait des tablettes pour les jeux, entre autres. Il y avait un GPS, c'est-à-dire un téléphone. Il y avait des lunettes de stimulation, de réalité virtuelle. Et il y avait aussi des mesures de certains paramètres artériels, parce que de toute façon, c'est un des domaines dans lesquels on travaille depuis très longtemps et qui ont un intérêt dans l'évaluation aussi de tout ce qui est composante vasculaire de la fragilisation des sujets, donc notamment la rigidité artérielle. Alors, on a travaillé beaucoup avec des associations à Nancy, et puis les autres pays ont fait pareil, des personnes âgées. Le suivi était par nos équipes au domicile des gens, et c'était soit des visites physiques, enfin en personne, soit téléphoniques. Tout ça, c'était avant le Covid. L'étude s'est terminée juste avant le début du Covid. Alors, voilà, le modèle, c'est quoi? C'est en gros, je sais combien de temps? Il reste encore 9 minutes. Ah, ouf, d'accord. Alors, une personne âgée, donc on va l'examiner, on va la photographier à un moment donné. D'accord? Et puis, le temps passe. Ah, c'est pour tous. Bon, et puis, on peut le vieillissement réussi aujourd'hui, mais pas demain. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Bref, donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire, je ne sais pas si on voit ça, mais on fait des évaluations cliniques standards, comme on fait un peu partout. Mais en plus, je dis, on fait ce qu'on appelle, on essaye d'établir un indice technologique avec tous les outils que vous avez vus. Et en fait, l'objectif, c'était de combiner ces deux-là. Il y avait 2 équipes mathématiciens de mathématiques qui faisaient les analyses de big data et qui ont construit, avec un certain nombre de modèles que je ne vais pas développer ici, des systèmes donc. Et puis ces bilans et ces évaluations, notamment technologiques, étaient faites plusieurs fois dans le temps, ainsi que les évaluations cliniques. Vous voyez, donc il y a d'un côté ce qu'on mesure, et d'autre part, on voit comment cliniquement le patient évolue. Et donc l'objectif, c'est quoi, pour faire vite? C'est est-ce qu'on peut définir, à partir de tous ces indices cliniques et technologiques, des indices pronostiques
qui peuvent nous orienter, c'est-à-dire en comparant ces résultats avec les résultats donc, de l'évolution clinique, et doivent donc nous amener à proposer des stratégies de prévention. Et pour terminer avec ce projet, voyez donc, si on compare avec l'évaluation gérontologique conventionnelle clinique, quels sont les avantages? Donc l'évaluation clinique standard, c'est on fait un bilan clinique dans un cabinet médical ou un lieu qui n'est pas le domicile de la personne, une seule fois ou deux, on ne peut pas faire ça tous les jours, faire venir les gens dans un centre, et puis ce sont des données limitées avec parfois des interprétations subjectives. En contrepartie, l'avantage ici, c'est que ces bilans, donc les évaluations et cliniques et surtout les évaluations technologiques, étaient faites au domicile des gens, donc c'est un aspect écologique dans le sens écologique ici, c'est-à-dire on est dans notre environnement, et c'est ça qui nous intéresse, comment la personne fonctionne dans son propre environnement. Deux, ce sont des enregistrements multiples, en laissant les appareils, comme je vous expliquais, et en faisant des évaluations cliniques au domicile, et puis la possibilité de faire des analyses big data. C'est ça. Et en fait, je vais vous présenter deux résultats rapidement. Alors, ici, dans ces diapositives, nous avons trois indices. L'indice clinique, l'index clinique, l'index technologique et l'indice, combiné. Alors, ici, 0, c'est ceux qui n'ont pas eu d'événements pendant le suivi de 2 ans. Et ici, ce sont ceux qui ont eu des événements pendant le suivi. Et ici, c'est le score des indices. On voit ici qu'en moyenne, oui, l'indice clinique, il était plus faible, ça veut dire meilleur, chez les gens qui n'ont pas eu d'événements. On voit par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a des chevauchements entre les deux. Ici, l'indice technologique seul, ça ne sert à rien. Ça n'a servi à rien dans cette étude. Mais par contre, quand on a combiné dans les modèles les deux indices, on n'a plus de chevauchement. C'est-à-dire on peut avoir une prédiction au moment où on fait cet indice combiné, quels sont les gens, vous voyez, par rapport au score de cet indice, quels sont les gens qui risquent d'avoir des événements et quels sont les gens qui n'auront pas d'événements. Donc ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire on a amélioré notre capacité prédictive en combinant les deux indices. Et puis aussi les gens qui ont joué beaucoup avec ces jeux dits intelligents, et donc ils ont eu des améliorations dans les évaluations cognitives que nous avons réalisées à plusieurs fois au cours du suivi. Et puis, chose très importante, parce que l'avantage de cette étude, de ce projet, c'était pas quelque chose de génial comme idée. Il y a beaucoup d'autres projets. Et donc, dans un milieu aussi compétitif que les H2020, en fait, l'avantage, c'était qu'on avait dit depuis le début, on va construire l'outil avec les patients, ensemble. C'est-à-dire, au début, ce n'était pas du tout le même outil. Même la veste n'était pas la même. Quand ils sont arrivés, les techniciens nous avaient fait une veste où il fallait soulever les mains comme ça pour mettre la veste. Vous avez vu beaucoup de gens de 75 ans c'est bête, c'est élémentaire. Mais si tu n'as pas un contact direct avec les patients et les sujets âgés, tu n'y penses pas parce que tu es technicien. Et puis bon. Voilà, donc cette association usagers, médecins, techniciens, mathématiciens était extrêmement importante. Et donc la faisabilité et l'acceptabilité pratique et éthique étaient un des soucis majeurs. Et puis voilà, donc un heureux chypriote, pendant son petit déjeuner, joue des Red Wings avec le dynamomètre. Il doit faire passer les... Voilà un peu... j'ai encore 3 minutes 3 minutes. Je savais. Tout à fait. J'espérais quand non, vous en avez 5. J'ai un rôle ingrat, je suis D'accord, désolé. OK. Responsabilité populationnelle, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Alors, ça, c'est... Je voulais absolument présenter ça ici parce que c'est arrivé en France via FHF, et notamment Antoine Malone, qui m'a sollicité lui-même avec Cilia, une des directrices de notre hôpital, pour participer et pour faire très vite. La responsabilité populationnelle, c'est est-ce qu'on peut, tous les acteurs de santé, et pas seulement les médecins d'ailleurs, évidemment, pas seulement, est-ce qu'on peut mieux prendre en charge les personnes en général dans la société pour établir un certain nombre de principes par rapport à l'état des gens. Alors, ça a été surtout appliqué dans des maladies chroniques, diabète, insuffisance cardiaque, et on fait des efforts maintenant pour appliquer ça dans le vieillissement, mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai, tout simplement, vous l'avez dit, le vieillissement, ce n'est pas une maladie, mais c'est un processus avec des problèmes,
c'est une trajectoire. Et donc, je vais vous montrer, on est en train de travailler. Donc, c'est juste pour échanger, pour discuter. Il n'y a pas encore, ça n'a pas été construit les modèles. Quel est le principe? Eh bien, les principes, ça sort différemment ici, c'est pas grave, c'est, je stratifie la population avec un certain nombre de critères, je vous montrerai. Ensuite, je propose par rapport au niveau de stratification, des stratégies d'examen, des bilans, des propositions, ça s'appelle les logigrammes. Les logigrammes. Bon. Vous m'entendez pas? Si, je performe. Mais vous m'avez interrompu, j'ai perdu 15 secondes. Ensuite, il faut tout ça, que ça soit appliqué. Il faut que je discute avec tous les gens qui sont les professionnels de santé, comment on va appliquer pour faire vite, et puis tous les acteurs. Et puis ensuite, il faut recruter les gens. Et il faut les évaluer. Et puis, donc, voilà, les modèles donc, arrivent là. Ça, c'est le modèle du diabète. Je ne vais pas du tout détailler. Vous voyez ici, c'est des gens à haut risque de faire un diabète, les diabétiques stables, les diabétiques instables, les cas complexes. Et les logigrammes, c'est qu'est-ce que je vais faire pour ce groupe-là, à tous les 3 ans, etc. Eh bien, on veut faire la même chose avec le vieillissement. Ce que je mets ici, c'est des discussions que nous avons eues. Ça, on ne sait pas encore où ça va aller, mais en gros, on voit un profil 1 A, tous des sujets de plus de 115 ans. Par exemple, là, il y a les gens qui sont en très bon état, les gens qui ont un certain nombre de fragilités, mais une autonomie préservée, les gens qui ont plus de problèmes et les cas complexes. Vous voyez? Et donc, l'objectif là, c'est quelle action proposer, les logigrammes, avec quelle fréquence on va appliquer tout ça, et comment on réunit tous les acteurs pour vraiment que cela soit quelque chose qui suit, mais qui soit réévalué pour voir si finalement cette stratégie arrive à empêcher les gens ou ralentir le passage d'une classe à l'autre. D'accord, dans cette pyramide. J'ai fini. Voyez, eh bien, donc merci la beaucoup. responsabilité populationnelle, c'est une démarche innovante et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et merci d'avoir respecté le temps. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et moi, je retiens l'idée fondamentale au fond, on a des concepts, d'évaluer ces concepts, de faire une preuve de concept, de manière à démontrer au pouvoir public, et c'est le moment de démontrer des choses au pouvoir public, qu'on peut travailler autrement dans le champ de l'autonomie, du maintien de l'autonomie, et qu'il y a un bénéfice réciproque, évidemment d'abord pour les personnes, mais peut-être aussi pour les finances publiques, parce que ça veut dire qu'on va, avec ces dispositifs, peut-être éviter ou ralentir la perte d'autonomie. Alors justement, dans la même idée, eh bien, on a l'outil ICOP, qui est maintenant en cours de déploiement autour du CHU de Toulouse. Et je vais donc passer la parole, dès que la technique le permettra, au docteur Takeda et au docteur Tavasoti. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on vous a préservé votre temps de présentation et on vous remercie de votre patience et je vous passe tout de suite la parole. Oui. Bonjour à tous, donc, je suis le docteur Catherine Takeda, je suis gériatre et je suis le médecin de la plateforme de télésuivi ICOP du Gérontopole de Toulouse. Et j'ai l'honneur de vous présenter le programme ICOP de l'Organisation mondiale de la santé avec le docteur Neda Tavasoli. Donc, en France, notre système de santé actuel n'est pas suffisamment adapté au vieillissement de la population. Si grâce au progrès de la médecine, nous avons pu augmenter l'espérance de vie, en parallèle, l'espérance de vie sans incapacité n'a pas augmenté de la même manière, avec comme conséquence sanitaire et sociale le risque majeur de la dépendance. En France, le coût de la dépendance est estimé à environ 30 milliards d'euros par an, soit un PIB à 1,4 point et une projection pour 2060 d'un PIB à 2,78. Ceci implique une nécessité de changement de paradigme, avec notamment une transition progressive d'une organisation centrée sur les pathologies et leur traitement vers une médecine préventive inscrite dans une logique de parcours de soins et de continuité de parcours. Sur le plan méthodologique, l'OMS a analysé près de 500 publications d'evidence-based medicine, réunies pendant 3 ans un groupe d'une 50aine d'experts internationaux pour établir le fameux programme ICOP.
L'objectif est de construire un modèle de prévention de la dépendance en se fixant l'ambition d'augmenter l'espérance de vie sans incapacité. C'est un programme à échelle internationale qui est actuellement en phase d'expérimentation en France. Et l'ambition de l'OMS est de diminuer de 15 millions le nombre de dépendants dans le monde d'ici 2025, ce qui représente à l'échelle de la France environ 150 000 dépendants. Vieillir en bonne santé, ce n'est pas vieillir sans pathologie, mais maintenir ses fonctions pour continuer à faire ce qu'il est important pour chacun d'entre nous. Et il se base sur des piliers du programme ICOP. C'est une intervention précoce à partir de 60 ans chez des personnes autonomes, dans l'idée d'avoir une action ciblée sur les domaines de la capacité intrinsèque qui sont représentés par la nutrition, la cognition, la vision, l'audition, la mobilité et la psychologie, en promouvant une médecine participative et intégrative pour que le senior devienne acteur de sa santé. Nous avons mis à disposition des outils numériques pour réaliser le dépistage et le suivi de ces fonctions. Et l'important, c'est de mobiliser les professionnels de premier recours en contact avec ces seniors. Le programme ICOP est réparti en 5 étapes. Une première étape de dépistage à l'aide d'un outil simple et rapide, utilisable par les professionnels de santé, mais également par les professionnels formés, le senior en auto-évaluation ou avec l'aide d'un aidant. En cas d'anomalie d'une de ces fonctions, et si celle-ci n'est pas connue, pas prise en charge, on proposera une évaluation plus approfondie, soit d'une fonction lorsqu'elle est isolée, soit l'exploration des différents domaines quand on est face à des fragiles. On prendra également en compte les pathologies associées et on évaluera les besoins sociaux et environnementaux de chacun. Cela permettra d'établir un plan de soins personnalisé avec l'aide de l'évaluateur, mais également du médecin traitant et du patient, pour proposer un plan de soins centré sur la personne en fonction de ses envies et de ses motivations. Ça permettra de construire un parcours de soins et l'étape 4 sera la mise en œuvre et le suivi de ce parcours de soins dans le temps, une adaptation en fonction de l'évolution du patient et la proposition de réitérer le fameux dépistage fait à la première étape en dépistage de suivi, tous les 6 mois pour pouvoir dépister précocement un éventuel déclin de fonction. Et une des nouveautés du programme ICOP, c'est l'implication des collectivités et le soutien des aidants à chacune des étapes du programme. Si je reviens au test de repérage, l'étape 1, donc je vous propose de détailler les différents domaines. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est des questions toutes simples avec une réponse par oui ou par non qui déclenchera ou non une évaluation plus approfondie. Si on s'intéresse au niveau de la cognition, donc on recherchera une éventuelle plainte mnésique, on recherchera une aggravation, il y aura une épreuve d'apprentissage avec un rappel plus tard et une orientation dans le temps. On recherchera sur le plan nutritionnel une perte de poids avec la question « Avez-vous perdu involontairement au moins 3 kilos au cours des 3 derniers mois ?» On recherchera également une perte d'appétit. Au niveau du domaine de la vision, on recherchera des problèmes au niveau des yeux, une difficulté de vision de loin, de près, une pathologie oculaire ou des médicaments tels que des traitements pour le diabète ou l'hypertension. Pour le domaine de l'audition, on s'appuiera sur le test de chuchotement. Donc, pour cela, l'évaluateur se placera derrière le patient à longueur d'un bras tendu. On demandera au patient de se boucher une oreille et on chuchotera des mots familiers à 2 syllabes dans l'oreille non bouchée, et on retirera de l'autre côté. Si le patient peut répéter 3 mots à chaque oreille, c'est considéré comme normal. Au niveau de la psychologie, on recherchera en fait des symptômes dépressifs au cours des 15 derniers jours. Donc la question sera, vous sentez déprimé ou sans espoir, ou est-ce que vous avez eu peu d'intérêt ou une perte de plaisir à faire les choses? Pour terminer, on évaluera la mobilité, et on s'appuiera sur le test de levée de chaise. On demandera au senior de réaliser 5 levées de chaise et l'examinateur mesurera le temps qu'il le fera. Donc, un lever de chaise bras croisés réalisé 5 fois de suite en moins de 14 secondes est considéré comme normal. Le Gérontopole, en tant que centre collaborateur de l'OMS, a mis au point 2 outils numériques avec l'aide de l'OMS
pour réaliser l'étape 1, donc une application qui s'appelle l'ICOP Monitor, qui est téléchargeable gratuitement sur smartphone ou sur tablette, ou un robot conversationnel ICOPBot que vous pouvez utiliser sur l'ordinateur, le smartphone ou la tablette. Ces deux outils sont utilisables en mode professionnel, mais également en auto-évaluation par le senior lui-même. À la suite de l'évaluation, les données seront transmises et recueillies automatiquement et de manière sécurisée au niveau de la base de données ICOP, qui est accessible, elle, uniquement par les professionnels de santé et qui permet le suivi de chaque patient. Voici une autre vue du programme ICOP. Donc, si vous regardez à droite de l'écran, l'entrée du programme par l'étape 1 de dépistage et différentes modalités. Donc, si on va prendre le premier exemple par le professionnel de santé, en bleu, qui va donc réaliser le dépistage, analyser les résultats et qui vont être transmis donc à la base de données et décider si oui ou non il nécessite une évaluation plus approfondie, qui permettra donc d'élaborer le fameux plan de soins personnalisé. Dans l'autre cas de figure, donc c'est soit un intervenant non professionnel de santé, le senior ou avec l'aide d'un aidant, qui réalise le dépistage, qui donc les données vont être recueillies dans la base de données et il va y avoir une génération d'alerte en cas d'anomalie et c'est le professionnel de santé responsable du patient qui sera alerté et qui aura à charge de gérer l'alerte, donc de voir si c'est significatif ou non et de déclencher la suite du programme. Vous voyez en rouge qu'à travers l'appel à manifestation d'intérêt national, il y a une rémunération qui est prévue, donc de 18 € pour les professionnels de santé, de 11 € lorsqu'il y a uniquement la gestion d'alerte, et après au niveau de l'étape d'évaluation en fonction du domaine évalué. Donc s'il n'y a qu'un seul domaine d'évaluer, ce sera 20 €, deux domaines 40 € et trois ou plus, ce sera 60 €. À la suite de l'évaluation, on proposera une réunion de concertation avec le médecin traitant et les professionnels ayant évalué l'étape 2, qui seront donc chacun rémunérés 25 € pour le médecin, 18 € pour les autres professionnels. Et ça permettra d'aboutir donc à un plan de soins et un entretien motivationnel sera proposé pour le patient pour 21 €. À l'écran, vous voyez la base de données, donc qui est uniquement accessible pour les professionnels de santé. Et donc, c'est surtout lorsque le patient va réaliser en autonomie son dépistage, vous serez alerté et ça permet de décider de la prise en charge. Et vous avez également la possibilité sur ce même écran de voir l'heure du prochain step, donc le prochain dépistage, lorsque le patient ne le fait pas lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme ICOP a été créé en 2019 et depuis 2020, l'ARS Occitanie accompagne le Gérontopole dans cette démarche et avec l'objectif de déployer ce programme auprès de 200 000 seniors d'ici 2025. Donc, je vous disais auparavant, donc, le Gérontopole est centre collaborateur de l'OMS pour la fragilité. Il fait partie des 5 centres mondiaux qui ont été choisis pour évaluer l'implantation du programme ICOP. Et le ministère de la Santé vient en appui en proposant une expérimentation nationale à travers un appel à manifestation d'intérêt dont le cahier des charges a été publié en janvier dernier. Il porte sur 5 régions avec 8 porteurs, dont 3 porteurs en Occitanie. Qui touche 6 départements. Et l'expérimentation régionale auprès de l'ARS Occitanie continue et l'ARS Occitanie complète la partie du ministère. Nous avons également la possibilité de former les professionnels de santé. Donc, les formations STEP 1 et STEP 2 sont actuellement en cours d'actualisation. Neda me corrigera, mais il va y avoir une plateforme e-learning qui devrait être accessible dans la semaine. Donc, pour l'instant, il y a le STEP 1 et les outils digitaux qui sont accessibles en replay 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le STEP 2, c'était déjà une formation par un e-learning complétée par une journée en présentiel et une journée de stage. Nous avons développé la possibilité d'un accompagnement personnalisé des MSP CPTS qui veulent promouvoir ICOP et il y a également la possibilité d'un accompagnement sur site.
Nous avons également créé toute une boîte à outils avec des outils de communication autour du programme ICOP par la réalisation de vidéos pour la passation de l'étape 1, le lever de chaise, mais également des flyers à destination des participants. Il y a un rôle important des équipes territoriales de vieillissement et de prévention de la dépendance en Occitanie. Nous comptons plus de 2900 membres et vous avez un panel des partenariats qui nous aident à déployer le programme ICOP depuis 2020. Alors, je vous propose quelques chiffres après la théorie pour vous montrer qu'on est vraiment dans la pratique clinique. Donc, depuis 2020, nous avons inclus 18 764 participants avec un âge moyen de 74 ans. Ça a réalisé 32 400 étapes 1, dont 58 initiaux et 42 de suivi, avec dans la base de données 1875 step 2 de réaliser, avec pour eux un âge moyen de 79 ans, dont 66% de femmes. Il y a eu 3405 auto-évaluations et nous avons 5693 professionnels inscrits et le Gérontopole a formé 2780 professionnels. Voici un panel des 10 000 participants qui ont été intégrés entre le 1er janvier et le 18 novembre 2021 pour vous montrer que 90% de ces seniors avaient au moins une alerte sur l'étape 1 initiale, donc sur le premier dépistage, et 10% d'entre eux ont bénéficié d'une évaluation complète approfondie à l'étape 2. Ce qu'il en ressort, c'est surtout au niveau de la cognition. Le dépistage a permis de mettre en avant 60% de troubles cognitifs, dont 32% n'étaient pas encore pris en charge. Et pour terminer, une petite ouverture au-delà du programme ICOP avec quelques perspectives que l'on travaille sur l'axe innovation et recherche autour de la géroscience à Toulouse. Donc l'objectif de la géroscience, c'est de comprendre et d'agir sur les piliers biologiques et fondamentaux du vieillissement, impliqués dans l'apparition des principales maladies liées à l'âge. Et avec cela, il y a le projet Inspire qui a débuté fin 2019, qui est financé par la région Occitanie et des fonds fédéraux européens, dont l'objectif est la constitution d'une plateforme de ressources et de recherche transnationale sur la géroscience et le vieillissement en santé, à travers une cohorte humaine de 1000 participants âgés de 20 ans à plus de 100 ans, que l'on suit sur 10 ans. En parallèle, il y a une cohorte animale qui a été créée, dont l'objectif est donc la constitution d'une biobanque. Cela associe les principales forces de recherche académiques, les principaux centres de recherche biomédicale. Il y a un projet architectural de construction de bâtiments Inspire pour centraliser et augmenter la masse critique sur un site en créant une dynamique de recrutement des équipes d'excellence sur l'ensemble de la recherche biomédicale de Toulouse. C'est la création d'un écosystème unique en Europe, avec actuellement l'ambition d'un IHU du vieillissement. Et si je peux clôturer, donc, à travers le programme ICOP, l'objectif est bien le maintien des fonctions chez les personnes autonomes en dépistant précocement d'éventuels déclins pour arriver à agir rapidement et tenter de ralentir les effets du vieillissement. Et en complément, le projet Inspire, avec la géroscience, va tenter de découvrir et valider les nouvelles thérapeutiques, des biomarqueurs et des marqueurs digitaux, permettant de mesurer l'âge biologique, moduler le vieillissement et prévenir d'éventuels déclins fonctionnels afin de maintenir la capacité intrinsèque et de retarder les pathologies liées au vieillissement et donc à la dépendance. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre ponctualité aux unes et aux autres. Enfin voilà, on a eu, je crois, un panel d'angles de vue sociologiques, technologiques, organisationnels qui me semble tout à fait intéressant. On voit bien, d'ailleurs, pour rebondir sur les derniers propos, que les technologies
d'abord, même des connaissances en matière du vieillissement sont en train de progresser très rapidement. On voit bien que les technologies numériques sont d'une aide indispensable. Mais on voit aussi, alors c'est peut-être un peu pour lancer la discussion, et je pense qu'il y aura des questions dans la salle, c'est que on voit bien qu'on ne pourra pas uniquement avec les technologies répondre à ces enjeux si on ne change pas aussi la manière de travailler ensemble et les organisations. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il faut toujours qu'il y ait une première personne qui se lance. Alors, en attendant que... voilà, ça y est, il y a une question. Il y a une question là-bas. Je retiens la mienne. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations qui étaient extrêmement intéressantes. J'ai une question pour notre premier intervenant. En fait, vous avez choisi en fait de nous présenter des exemples qui étaient finalement très locaux en fait, plutôt que des programmes nationaux. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça, notamment parce qu'en fait, en France, on a une politique qui est extrêmement centralisée, décentralisée, on va dire. Les enjeux de l'accompagnement de la perte d'autonomie, très souvent, quand même, dans la tradition européenne, c'était classiquement des compétences plutôt locales, municipales. Et donc, il y a une mobilisation des acteurs qui reste importante à cet échelon-là. En plus, il nous a semblé, et puis c'est souvent les commandes publiques, hein, vous savez, nous on répond à des commandes publiques de recherche qui sont financées par le ministère de la Santé ou qui sont financées par la CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité et autonomie. Et on a souvent des questions qui portent précisément sur l'échelon local parce qu'il y a quand même l'idée qu'il y a des besoins qui sont spécifiques et qui sont spécifiquement ancrés dans des territoires. Quand on est dans une zone rurale, on n'a pas les mêmes problématiques que quand on est dans une zone urbaine en termes de coordination des services, de mise à disposition des services ou même de structuration d'un marché, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans des prestataires, sur des prestataires qui sont avant tout des prestataires marchands. Donc personnellement, je trouve que l'échelle locale est une échelle qui est intéressante parce qu'en plus, au local, si vous voulez, on peut aussi regarder l'empilement des choses. Parce qu'au local, il y a les conséquences des financements, des mesures, des instruments qui sont nationaux, mais il y a aussi le département qui fait des choses, puisque en France, on sait que le département fait des choses qui sont importantes. Enfin, c'est le chef de file, comme on dit, sur les politiques de l'autonomie. Donc bon... et puis il y a les communes qui font des choses et les communautés locales. Donc quand on regarde au local, on a l'empilement des différentes mesures et on essaye du coup et on voit bien comment ça peut se coordonner ou parfois malheureusement ne pas très bien se coordonner ces différentes échelles d'action publique. Je vais vous poser également une question sur la première intervention. Est-ce que vous pourriez revenir sur les limites qu'ont constatées, donc je crois que c'était les Zurichois, sur leur modèle de prise en charge relatif aux personnes atteintes de Alzheimer ou démence, puisque vous expliquiez que leur modèle était, vous interrogez en termes de liberté et de préservation. Merci de poser la question. D'ailleurs, ça permettrait peut-être de réagir aussi à la dernière présentation qui a été faite, parce que je pense qu'on est tous d'accord que la prévention, c'est sans doute quelque chose de très bien, et que le dépistage, voilà, ça a été dit. Moi, je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est consensuel chez les médecins qu'il vaut mieux dépister des troubles, et notamment les troubles cognitifs relativement tôt, pour pouvoir intervenir et pour pouvoir aussi... C'est vrai que ça permet d'abaisser le stress chez les personnes, même si c'est un grand coup de stress quand même pour les personnes d'avoir un diagnostic, monsieur, madame, vous avez Alzheimer ou une maladie apparentée, donc c'est pas un diagnostic facile à entendre, mais en même temps, ça permet aux personnes et aussi aux aidants, aux familiers, de comprendre mieux ce qui est en train de se passer chez cette personne. Donc, mais simplement, ça pose quand même des problèmes d'éthique. Donc, ils ont mis en place à Zurich, je crois que j'ai voulu aller trop vite, parce que j'étais un peu stressé par le temps, mais ils ont sensibilisé toutes les aides à domicile, ils ont sensibilisé les habitants des quartiers, tout le monde a reçu il y a un numéro de téléphone où on peut faire un signalement à le monsieur qui venait faire ses courses chez moi, qui vend des fruits et légumes. Il a un comportement qui est bizarre, il vient 4 fois par jour. Je pense que c'est pas normal. Et du coup, je sais que j'ai un numéro de téléphone où je peux faire un signalement.
Donc, bon, vous voyez, moi je trouve que c'est compliqué de passer du dépistage, je sais pas comment dire, oui, de la veille d'une certaine façon, à pratiquement pas la dénonciation, mais je sais pas, moi je trouve que c'est compliqué de faire le départ, si vous voulez, entre les choses. Et je pense que les gens qui sont spécialistes d'éthique, ils réfléchissent à cette personne. Il y a aussi des gens qui refusent d'être pris en charge. Et ils font aussi des diagnostics à domicile, donc ça c'est très bien. Et je pense que tous les services qui s'occupent de personnes âgées, on sait très bien qu'on découvre tous les jours dans les services des personnes qui sont atteintes d'un syndrome de Diogène, qui habitent chez elles. Il y a des appartements qui sont dans des états pas possibles, donc on voit des gens qui sont déjà dans des états extrêmement dégradés. Donc on voit bien l'intérêt que ça peut faire de... Maintenant, il y a aussi des personnes qui sont dans un refus de soins. Et précisément, je pense que je ne me souviens plus maintenant le terme médical là, qui vient du grec, qui fait qu'on a précisément une pathologie qui fait qu'on n'est plus capable de se rendre... L'anosognosie, voilà, qui fait qu'on n'est pas capable de se rendre compte de ce qu'on a, donc on n'est plus capable véritablement de juger si on doit accepter les soins ou ne pas accepter les soins. Donc ça pose des problèmes, à mon avis, qui sont des problèmes éthiques qui sont très, très, très complexes et qui nécessitent d'associer les proches, d'associer des soignants qui connaissent les personnes et de ne pas prendre des décisions toutes seules. Or, quand c'est le marchand de 4 saisons qui peut faire un signalement à un service et qui entraîne finalement l'entrée dans un parcours de soins d'une personne, c'est pas la même chose que si c'est le fils, la fille, le petit-neveu ou le médecin traitant qui prend cette décision. Et je pense que ça pose des problèmes éthiques qui, pour moi, ne sont pas vraiment gérés dans le cas de ce que j'ai vu à Zurich. Peu importe, Zurich, si vous voulez, c'est juste pour mettre en discussion des choses. Et je trouve que ça fait pour le coup écho aussi avec la présentation qui a été faite la dernière, là, de dire, mais bon, ok, la surveillance, ok, de mettre des capteurs aux gens, ok, maximiser, rationaliser, optimiser la surveillance médicale, mais est-ce qu'on est tous d'accord, est-ce qu'on est tous conscients de ce que ça signifie? Alors, il y aura peut-être des réactions, donc docteur, professeur Guinétos, et puis voulais peut-être aussi rajouter nos amis de quelque Toulouse chose pourront réagir aussi. par rapport à la question et la réponse aussi. Il faut... vous avez abordé les questions éthiques qui sont extrêmement importantes, j'ai essayé de le faire aussi. Mais il faut savoir aussi que éthique aussi, c'est de dire l'examen que je propose, par exemple, chez des gens asymptomatiques notamment, est-ce que ça a un sens? Et ça, c'est extrêmement important. Il y a plusieurs études qui ont montré que faire un MMS dans une population, à partir de 60, 70 ans, peu importe, des gens qui sont complètement asymptomatiques, n'a aucune valeur prédictive d'une future démence. Aucune, zéro. Donc, faire un tel test, d'une part, ça peut créer, conduire à des conclusions erronées. Et deuxièmement, ça peut créer aussi, ce que vous avez dit, une sorte de stigmate, une question de donner un faux diagnostic, je dirais. C'est pour ça que toutes ces étapes, autant la technologie, vous l'avez dit, est illimitée. On peut tout faire avec les technologies, on peut enregistrer tout, mais il faut chaque fois se poser la question, est-ce qu'il y a une pertinence scientifique et des preuves scientifiques solides que ce que je fais répond à la question que je pose et que je me pose? Notamment ici, est-ce qu'un test a une valeur prédictive chez des gens qui n'ont aucune symptomatologie? 1. 2. Est-ce que cela peut être acceptable du point de vue pratique et éthique? Je cite un exemple très brièvement. Il y a 3-5 ans, il y a un jeune qui m'a appelé me disant « Professeur, j'ai un nouvel outil pour les personnes âgées, justement pour le maintien à domicile, etc. » Je lui dis « C'est quoi ?» Il me dit « C'est un drone qui suit la personne. » Je lui dis mais il me dit « Mais ça donne des informations extraordinaires. » Beaucoup ont essayé. Voilà, bon, je ne commente pas parce que je pense que vous avez... Vous voyez, mais je veux dire que, attention, c'est-à-dire les technologies, il faut... C'est parce qu'après, on fait des gadgets, ou c'est juste pour vendre des choses, ou des gadgets pour... ou des choses qui ne sont pas applicables. Donc, à la fois la pertinence scientifique, l'acceptabilité pratique, économique, financière et éthique, et aussi la capacité d'implémentation dans des populations, je pense que ce sont des questions préalables qu'on doit toujours se poser avant de proposer des choses. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une réaction aussi du côté du CHU de Toulouse, si vous le souhaitez. Bon, après, j'aurai une question aussi. Neda, tu veux intervenir? Alors,
En fait, voilà, bon, merci Catherine d'avoir présenté ce projet. Voilà, donc c'est un projet quand même. Bon, j'entends bien qu'il ne faut pas vraiment dépister pour dépister, comme vous l'avez dit, mais c'est vrai que dans le cadre du programme ICOP, ce qui a été proposé bien sûr par l'Organisation mondiale de la santé, c'est très important quand même de dépister les personnes qui sont à risque de dépendance. Enfin, c'est-à-dire qu'on propose un dépistage pour l'ensemble de la population de 60 ans et plus pour justement commencer un suivi, et dès qu'il y a une altération qui apparaît, tout de suite on puisse intervenir. Et ça, c'est quand même important peut-être de mettre en place en fait ce suivi dès que la personne est robuste. C'est-à-dire on n'attend pas que la personne tombe dans la fragilité pour commencer le dépistage. Et ça, quand même, ça aide de mettre en place une culture de prévention dès que, en fait, une personne arrive à l'âge, par exemple, de 60 ans, 65 ans. Et c'est surtout, en fait, dans ce projet, en fait, dans ce programme, on voudrait responsabiliser les personnes âgées. Ça, c'est très important. C'est pour ça que on a mis en place ces outils en fait numériques, justement pour que les personnes âgées puissent elles-mêmes faire leur auto-évaluation, leur dépistage régulièrement. Et on voit que dans notre base de données, bon, Catherine a montré les résultats, c'était en avril de cette année. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000 qui ont intégré le programme. Et on voit que la part des personnes qui s'auto-évaluent augmente de plus en plus. On est, je crois qu'aux alentours de maintenant, entre 18 et 20% qui s'auto-évaluent. Et ça montre quand même que les personnes âgées sont intéressées par ce type d'évaluation, d'auto-évaluation, et qui s'intéressent vraiment à leur santé et qui s'inquiètent pour la dépendance. Et après, voilà. Après, il n'y a rien qui est obligatoire, hein, parce qu'on a une notice d'information, donc tout est intégré dans les outils. Donc les personnes âgées peuvent très bien ne pas accepter d'être suivies, et même à tout moment, ils peuvent arrêter leur suivi. Il n'y a pas d'obligation à ce sujet. Et si je peux juste compléter par rapport à l'intervention du professeur Beneteau sur le fait de faire un MMSE systématique, les experts de l'OMS se sont réunis justement pour cibler que la question du rappel des 3 mots et de l'orientation qui, a priori, ont une valeur significative pour dépister d'éventuelles anomalies. Et ça veut dire que quand tout va bien, on s'arrête là. Et on ne va pas aller faire un MMSE complet à tous les participants. Oui, tout à fait, c'est la bonne stratégie, hein, absolument. Parce que vous avez choisi, que l'OMS a choisi, c'était la bonne stratégie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Il nous reste quelques minutes. Moi, j'avais envie, parce que bon, puisque j'ai le micro, j'en profite, hein, j'avais envie de demander à nos intervenants, vous voyez, peut-être ce soir ou peut-être demain, on va avoir un nouveau ou une nouvelle ministre de la Santé. Si vous aviez un vœu à formuler ou une remarque à faire ou un projet à proposer, vous diriez quoi? Vous avez carte blanche. Par contre, on est obligé d'aller vite, mais vous ne pouvez pas dérouler tout un projet. Mais si vous aviez les uns ou les autres une chose à dire à notre futur ministre, vous diriez quoi? Je ne sais pas qui se lance. Je vais me lancer. Moi, je vais me lancer. Allez-y. Les Nations Unies ont décrété en décembre 2021 que nous étions là dans la décennie du bien vieillir. Donc, il fallait qu'on mette le paquet sur le bien vieillir. Voilà. Merci beaucoup. On va lui transmettre le message. D'ailleurs, il l'a sûrement entendu, il est sûrement dans la salle. Ou elle est sûrement dans la salle. Oui, bien sûr, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne proposition. Moi, je dirais que au-delà de ce qu'on a abordé aujourd'hui, la question des structures, on connaît la crise avec les EHPAD actuellement, hein, mais la question donc des alternatives, je dirais, du maintien au domicile doivent être beaucoup plus
on doit avoir une offre beaucoup plus diversifiée. Parce qu'actuellement, en France, on a quand même soit quelqu'un, il reste à domicile, et s'il a la possibilité, quand il y a une perte de l'autonomie, ça coûte très cher pour payer des aides en permanence, ça on connaît, le coût est exorbitant, soit c'est l'EHPAD, donc, et avec tous les problèmes. Donc, globalement, tout ce qui est ces solutions de la perte d'autonomie, le monde des EHPAD et des institutions, doit être vraiment, on doit faire un chantier au-delà des problèmes aigus qu'on connaît tous et qui sont liés aussi au manque de personnel, de formation, etc. Il y a aussi une réflexion et surtout une action sur quelles sont les différentes propositions qu'on peut adresser aux personnes âgées, donc entre les domiciles, des résidences, des villages, des choses comme ça, et bien sûr qui et comment on finance tout cela. Voilà, pour rester quand même dans un système qui reste, malgré tous les problèmes, plus démocratique que la très grande majorité des systèmes partout en Europe et dans le monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc, mais si on veut préserver ces systèmes, surtout pour les personnes âgées, il faut vraiment que ces chantiers aillent vraiment beaucoup plus loin qu'actuellement. Merci beaucoup. Et de ce rappel aussi que nous ne partons pas de rien. Moi, peut-être juste un mot pour une proposition toute simple qui serait de vraiment généraliser ou en tout cas développer vraiment la fonction de care ou case management dans le cas français, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec la libéralisation relative du système français qui va dans le bon sens dans une certaine mesure, parce que c'est vrai que ça permet une pluralité de modalités de soins et de prestataires, donc ça va dans le sens de ce qui vient juste d'être dit, de diversifier les modèles de prise en charge. Mais d'un autre côté, le système est tellement complexe et il demande tellement de coordination que s'il n'y a pas des professionnels pour assister les familles et pour assister les personnes quand elles sont isolées, ça pose de vrais problèmes d'égalité d'accès à des soins de qualité pour les personnes qui n'ont pas. Nous, on a fait une étude, par exemple, on avait fait une étude sur la monétarisation des proches aidants payés par la CNSA, donc on a fait des dizaines d'entretiens avec des proches aidants à domicile, de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées en perte d'autonomie. Et on avait juste terminé avant le confinement. Donc on a fait une post-enquête pendant le confinement où on a rappelé une grande partie de nos enquêtés au téléphone qui étaient bien contents de nous parler parce que pendant le premier confinement, si vous vous souvenez, il y avait plus de services sociaux, dans beaucoup de villes. Enfin, il y a eu beaucoup d'isolement renforcé et beaucoup de stress. Et on a vu toute la différence entre les personnes qui savaient se débrouiller avec le système sanitaire, qui savaient solliciter des SIAD quand qu'ils étaient au bénéfice que d'un SAD, qui savaient qu'il y avait des ressources pour payer un service ou des personnes qui font en emploi direct de l'aide à domicile, bref, qui avaient des ressources, et les familles qui n'ont pas de ressources, mais qui ne sont pas forcément simplement des ressources financières, qui sont aussi des ressources cognitives, de savoir s'orienter, se débrouiller dans un système qui est différencié, complexe et avec beaucoup de barrières. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de ces regards croisés, de ces interventions et de ce plaidoyer que vous avez fait les uns et les autres pour finir, pour l'engagement et pour la simplicité et pour construire au fond cette société de la longévité que je crois nous appelons de nos voeux. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.